Plein. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir sur cette première webconférence Compta Online consacrée à la déclaration 2035. On va pouvoir démarrer tout de suite. Alors, le thème de la journée, c'est déclaration 2035, BNC, quelle vérification avant l'envoi aux impôts? J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Philippe Gornès, directeur de l'APL, et Mathieu Chauveau, CEO de Ça compte pour moi, qui vont se présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais avant ça, hop, un petit tour sur le concept des webconférences Compta Online. Le principe de la conférence que vous allez voir aujourd'hui et de celle qu'on fera à l'avenir, c'est des webconférences qui sont d'abord gratuites, évidemment, qui se veulent interactives dans le sens où vous allez le voir, on va consacrer une part importante de cette webconférence à la prise de questions et à la réponse de vos questions. On a déjà eu beaucoup de questions ont été posées au moment de l'inscription. On a déjà préparé quelques réponses, mais surtout, si vous avez des questions pendant la webconférence, n'hésitez pas à les poser avec le module Zoom. On ne pourra pas les traiter en flux au fur et à mesure. Par contre, on les met de côté et on les traitera à la fin de la webconférence. Si jamais il y en a certaines qu'on n'a pas le temps de traiter ou qui nécessitent des réponses un petit peu plus détaillées, ce qui est prévu, c'est un article après la webconférence qui reprend ces questions avec la réponse. Et aussi, une des premières questions posées, c'est toujours sur le replay et le support seront évidemment mis à dispo très rapidement après la webconférence. Autre point important, ces webconférences, on veut qu'elles soient accessibles le plus possible. Donc, elles sont disponibles sur Zoom, mais vous avez aussi la possibilité de vous connecter sur YouTube pour suivre depuis notre support la webconférence. Voilà pour la présentation générale. Donc, les intervenants, c'est ce que je vous disais, Philippe Gornès et Mathieu Chauveau, qui représentent l'ARAPL et Ça compte pour moi. Philippe, je te laisse peut-être la parole pour présenter l'ARAPL en une minute, s'il te plaît. Oui, une minute. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Philippe Gornès, directeur de l'ARAPL Grand Sud. Nous regroupons plus de 16 000 professionnels libéraux. Donc, on a un panel de professions très, très large. Il y a plus de 100 professions. Et notre activité se déploie sur Grand Sud, c'est-à-dire de Perpignan à Limoges jusqu'à Biarritz. Donc, un gros triangle. Notre mission, vous la connaissez sûrement, c'est une mission de prévention. Cette mission de prévention, nous l'avons organisée autour de l'information, de la documentation, de la formation et, comme la mission nous l'impose, un examen critique des déclarations fiscales. Et ces examens critiques font ressortir effectivement certains manquements, des omissions, des défauts de remplissage de la déclaration, des reports mal exécutés, etc. On a aussi une particularité par rapport aux organismes en France, c'est que nous avons créé depuis 2012 un service d'aide à la création et à l'accompagnement des porteurs de projets. Et nous travaillons en partenariat avec Pôle emploi et l'URSSAF, puisque nous avons une charte de partenariat avec ces organismes-là. Conseil d'administration composé de professionnels libéraux uniquement, dont le président est Jean-Marc Dauger, qui est expert comptable de profession, et 20 collaborateurs. Et après, nous faisons aussi appel à un bon nombre de conseils, c'est-à-dire d'experts comptables ou d'avocats, pour nous aider dans l'ensemble de nos missions. Ok, merci Philippe. Je vais laisser maintenant la parole à Mathieu qui va nous parler de lui et du cabinet Ça compte pour moi. Oui, merci Julien. Bonjour à tous. Donc Mathieu Chauveau, je suis expert comptable et je dirige le cabinet donc Ça compte pour moi, qui est un cabinet d'expertise comptable qui a la particularité d'être 100% en ligne. Donc on a des clients dans toute la France et on échange avec eux grâce à une application qu'on a développée nous-mêmes qui nous permet d'interagir avec nos clients quand bien même ils sont à distance et de manière totalement dématérialisée. On s'est lancé en 2015, donc il y a 6 ans à peu près maintenant. Aujourd'hui, on a
bientôt 4000 clients, un peu plus de 60 collaborateurs. Voilà pour les grandes lignes. Il y a peut-être une slide, Julien, je ne vois pas avancer le Oui, support. dis-moi. Donc, Là, j'ai celle-ci. j'avais des slides avec des chiffres, mais je ne le vois pas avancer le slide. C'est peut-être pour moi, de mon côté. Là, on a la slide avec nombre de talents, d'entreprises clientes, D'accord. notes, Ok. etc. Ouais. Bon, je ne l'ai pas, mais ce n'est pas grave. Voilà, mais vous avez toutes les infos sous les yeux. OK. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci. Merci, Mathieu. Alors, sur le plan de la préparation, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est assez rapidement un rappel préalable sur qui doit remplir la déclaration 2035, quand et comment la déposer. On verra ensuite les nouveautés, les principales nouveautés de l'année 2021, nouveautés formelles et nouveautés de fond. Ensuite, on verra quelles sont les principales erreurs commises. C'est aussi un des buts de cette webconférence, c'est d'avoir des retours pratiques, à la fois côté cabinet et côté RAPL, des principales erreurs rencontrées et de vous permettre peut-être de les corriger avant d'envoyer la déclaration. Donc, il y a deux types d'erreurs qu'on a relevées. C'est des erreurs formelles sur le remplissage en lui-même de la déclaration ou des erreurs en matière de fiscalité. Donc, on parlera de ces deux sujets. On fera un focus ensuite sur les conséquences de la crise sanitaire. Évidemment, c'est un sujet qui a beaucoup été remonté dans les questions que vous avez posées. Il y a énormément de questions là-dessus. On a fait deux grandes catégories, puisqu'on avait beaucoup de questions autour du traitement fiscal des aides perçues par les professionnels libéraux. C'était un gros sujet. Et une deuxième catégorie qui était les conséquences du décalage de paiement, notamment de cotisations sociales. Quel impact ça a sur les comptes, est-ce qu'il y a des choses à faire ou pas, et quelles conséquences pour la suite. On verra tout ça. Et ensuite, on passera à la séquence de questions-réponses, où on répondra à des questions qui ont déjà été posées et où on prendra quelques questions posées en live. Alors évidemment, un rappel général, on ne peut pas en 1h30 rentrer dans le détail de toutes les nouveautés, de toutes les spécificités fiscales, ni de tous les sujets. Donc évidemment, ça sera une synthèse, une sélection de différentes matières. Mais n'hésitez pas à poser des questions et on les traitera de toute façon dans un article après la webconférence, si ce n'était pas traitable aujourd'hui. Voilà pour le contexte. Premier rappel préalable, qui doit remplir la déclaration 2035 et quand la déposer? Alors, assez rapidement, le principe, c'est que les personnes qui doivent déposer cette déclaration, ce sont des personnes, soit des personnes physiques, soit des personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés, mais qui, dans tous les cas, réalisent des bénéfices non commerciaux, donc les fameux BNC. Une fois qu'on est dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il y a un régime d'imposition qui fait qu'on peut être dans un régime intitulé le régime micro-BNC, avec des obligations déclaratives ultra simplifiées. Et là, pour le coup, on n'a pas déposé de déclaration 2035. Donc, il y a ce cas-là. Et il y a aussi un cas où certaines professions qui réalisent des bénéfices non commerciaux, comme par exemple les agents généraux d'assurance, les écrivains, les compositeurs, relèvent d'une autre catégorie fiscale des traitements et salaires. Donc, ces deux parties, micro-BNC et ceux qui réalisent ce type d'activité, mais qui fiscalement relèvent des traitements et salaires, ne doivent pas déposer de 2035. Ceci dit, quand on est dans les seuils du régime micro-BNC, on a une possibilité d'opter pour le régime réel et on a toujours la possibilité volontairement de ne pas se soumettre au régime micro et donc de déposer une déclaration 2035, notamment pour pouvoir déduire ses frais. C'est la principale motivation. Un petit zoom peut-être sur le régime micro. Alors, il y a un seuil de chiffre d'affaires de 72 600 €. En fait, comment est-ce qu'on sait si on est soumis au régime micro ou pas au régime micro? En fait, c'est si le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année précédente ou de l'année encore avant n'excède pas 72 600 €. Dans ce cas-là, on est dans le régime micro. Particularité à partir de 2020, si vous avez créé votre entreprise en 2020, vous êtes de toute façon de plein droit dans le régime micro avec des obligations simplifiées. Ce qui, encore une fois, ne vous empêche pas volontairement de vous soumettre à la déclaration 2035 si vous avez notamment des frais importants et que vous voulez les déduire. Voilà un petit peu le cadre général. Julien? Oui. Je peux intervenir là, quand tu parles? Vas-y, bien sûr. Ouais, juste pour rappeler, parce que c'est une mesure de vigilance, c'est que lorsque un professionnel ne dépasse pas la limite des 72 600 qu'il est au micro,
il peut effectivement, en étant adhérent d'un organisme agréé, bénéficier de la réduction d'impôt. Et je trouve que c'est quelque chose qui est important de signaler et d'en faire bénéficier les auditeurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire soit ceux qui sont conseils, soit qui sont en profession libérale, hein, puisque on sait que le 25 va disparaître dans le temps et tu en parleras tout à l'heure, mais la réduction d'impôt va rester. Donc, c'est peut-être intéressant pour les professionnels qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 72 600. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette précision. Voilà pour le cadre. Sur les modalités déclaratives, alors concrètement, comment est-ce qu'on dépose cette déclaration? Le principe, c'est qu'on doit la déposer par voie électronique. Alors, il y a ce qu'on appelle les campagnes. Donc ça, c'est plutôt pour les professionnels qui nous écoutent. On sait qu'il y a des campagnes chaque année en fonction du millésime de la déclaration. On avait le millésime 2020, on a le millésime 2021 cette année. Ce que nous dit l'administration, c'est que la campagne sur le millésime 2020 s'arrête au 25 mars 2021 et que la campagne sur le millésime 2021 démarre au 1er avril 2021. Donc, on a une petite période de quelques jours où techniquement on pourra envoyer ni l'un ni l'autre. Mais les déclarations qui seront envoyées, nous dit l'administration, seront stockées et traitées à partir du 1er avril. C'est la petite précision technique. En matière de date limite, les textes prévoient toujours une date limite et 15 jours supplémentaires lorsqu'on télétransmet, ce qui est devenu une obligation. Donc, ce qui fait que la date en cas de télétransmission limite, c'est le 19 mai 2021. Quelles sont les sanctions si on ne respecte pas tout ça? Si on ne dépose pas du tout de déclaration, on risque une évaluation d'office de son bénéfice, donc une imposition d'office. Et si on dépose tardivement, on risque à la fois des intérêts de retard, des majorations, plus une amende qui est prévue en cas de non-respect de l'obligation de télédéclaration. Donc, quelqu'un qui déposerait papier sa déclaration 2035 serait susceptible de payer cette amende. Voilà pour cette première partie. Concernant les nouveautés en 2021, encore une fois, deux types de nouveautés. Il y a des nouveautés qui portent directement sur la déclaration et ensuite des nouveautés de fond. Alors, il n'était pas possible de toutes les citer, mais on a voulu attirer votre attention sur le plan formel sur 3 points. Le premier, des nouveautés liées à l'examen de conformité fiscale. Ensuite, des nouveautés liées à une déclaration unique qui se dessine d'un point de vue fiscal et social. Et ensuite, des nouveautés liées au recoupement de plus en plus entre les déclarations professionnelles et les déclarations d'impôt sur le revenu. L'examen de conformité fiscale, c'est une nouvelle disposition qui est très très récente puisque l'arrêté est tombé courant janvier, si j'ai bonne mémoire, et qui prévoit que des professionnels, type expert comptable, commissaire aux comptes, organisme de gestion agréé ou autres, pourraient certifier les comptes d'une entreprise ou d'un professionnel libéral. Si ces comptes sont certifiés, l'administration s'engage sur les points vérifiés à ne pas appliquer de majoration en cas de problème. Donc sur les déclarations, on voit apparaître une nouvelle case qui est ici, ECF, et qu'il convient de cocher si cet examen a été effectué au titre de ses revenus. Autre nouveauté, alors qui n'est pas vraiment de cette année, mais qui est quand même une nouveauté depuis l'année dernière, de plus en plus, il y a des infos sociales qui sont demandées sur la déclaration 2035 et qui sont destinées à supprimer, ça accompagne la fin d'une autre déclaration, qui est la DSI, déclaration sociale. Donc avant, il fallait déclarer à 2 endroits différents ces données. Et maintenant, ces cases permettent la transmission automatique aux organismes sociaux. Autre nouveauté, dans le cadre des sociétés, on voit l'apparition, vous le voyez ici, d'apparition de la demande du numéro fiscal pour les associés personnes physiques des sociétés. Donc, dans le cas où vous avez une société qui doit déposer une 2035, il va falloir renseigner le numéro fiscal de chaque associé de façon à faciliter les recoupements par l'administration entre la situation personnelle de l'associé et ce que vous déposez au nom de la société. Sur les nouveautés fiscales, on a voulu là aussi attirer votre attention sur 3 points qui nous paraissaient importants. Le premier point, c'est évidemment les indemnités kilométriques. C'est un barème qui est attendu chaque année. Le principe, c'est que le barème reste inchangé. Donc, les chiffres qui étaient valables l'année dernière restent applicables. Il y a quand même une modification importante qui est une majoration de 20% pour les véhicules électriques. Donc, les véhicules électriques utilisent le barème classique en majorant de 20% le montant des déductions.
Je le fais de façon très synthétique. Il y a eu des changements dans les systèmes d'immatriculation qui ont modifié profondément le système là, il y a environ un an. Mais si vous devez retenir les chiffres de façon synthétique, c'est ceci. En fonction, toujours pareil, de la puissance fiscale du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Vous avez les mêmes barèmes pour les 2 roues et pour les motos. Tout cela est évidemment disponible en ligne et sera dans le support qui vous sera transmis. Une nouveauté significative pour la majoration lorsqu'on n'adhère pas à un organisme de gestion agréé. Alors, vous savez sans doute qu'une entreprise à l'impôt sur le revenu qui n'adhérait pas à un organisme de gestion agréé voyait son bénéfice majoré de 25%. Et au contraire, donc, une entreprise qui adhère à un organisme de gestion agréé n'a pas cette majoration. Dans la dernière loi de finances, il y a eu un changement important, puisqu'il va y avoir une diminution de cette majoration jusqu'à une fin totale de cette majoration, selon un planning qui est indiqué ici. Donc, on avait 25% de majoration lorsqu'on n'adhérait pas à un organisme de gestion agréé en 2019. On passe à 20% en 2020, 15% en 2021, 10% en 2022, et ça sera fini au-delà. Autre point en termes de nouveautés qui peut vous intéresser, c'est un crédit d'impôt transition énergétique qui est prévu pour des travaux qui seraient faits, y compris dans les locaux professionnels. C'est pour ça que c'est intéressant. Entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Il y a plusieurs conditions, on ne peut pas les détailler toutes ici, mais il faut que les locaux soient construits depuis plus de 2 ans et que le prestataire qui réalise les travaux soit labellisé RGE. Et si vous respectez ces conditions, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt qui est égal à 30% de dépenses dans la limite de 25 000 €. Il y a aussi des conditions particulières sur la façon dont ça s'applique et dont on impute ce crédit d'impôt, mais c'est simplement un point d'alerte sur cette nouveauté. Voilà sur les principales nouveautés à la fois sur la déclaration et sur l'imposition. On va passer peut-être au cœur du sujet et je vais arrêter de parler pour laisser la parole à Philippe et Mathieu, et tout d'abord à Philippe qui va un petit peu nous faire le bilan des anomalies rencontrées sur les déclarations reçues par la RAPL. Oui, comme on peut le constater, sur l'ensemble des déclarations qui sont reçues par les organismes agréés, où les filtres sont plus ou moins, disons, les mailles du filet sont plus ou moins larges ou pas. Nous, sur les déclarations on a reçues, au plan formel, donc, vous voyez, c'est une quantité assez astronomique. Alors, il faut pas se formaliser par ce montant important parce que lorsque nous examinons une déclaration, si elle n'est pas datée, s'il n'y a pas, je dirais, une information comme quoi il est adhérent, la date de début d'activité, voilà. Il y a pas mal d'informations qui, en fait, n'ont pas forcément d'incidence. Mais nous avons l'obligation, au plan formel, de relever tout ce qui n'a pas été correctement rempli, coché, renseigné, etc., etc. Donc, sur ces anomalies-là, je dirais, il y en a certaines, par contre, qui sont très importantes au plan formel. C'est par exemple la date de début d'activité. Par exemple, si le professionnel a un cabinet secondaire, si il est médecin, il est important de savoir s'il appartient au secteur 1 ou au secteur 2 ou s'il est déconventionné. Et toutes ces informations que je cite là, elles ont une conséquence pour l'examen de cohérence et de vraisemblance. Donc, si c'est pas renseigné, ces informations-là nous sont quand même elles sont indispensables pour avoir une bonne compréhension du dossier. Le truc tout bête, date de début d'activité, s'il y a plus de 5 ans, eh bien, on peut imaginer qu'il peut bénéficier d'exonération s'il y a des plus-values réalisées en fonction des articles 151, 238 et compagnie. Voilà. Un médecin de secteur 1, donc il y a une case qui est prévue sur la 2035B où il doit indiquer son secteur en mettant une lettre C1 ou C2.
ben, ça nous donne une information comme quoi, effectivement, s'il a appliqué des dépenses forfaitaires de 2%, eh bien, elles sont fiscalement déductibles. Il y en a toute une série comme ça d'informations qui sont vraiment importantes. Et c'est pour ça que je vous conseille de prêter attention au remplissage de cette déclaration parce que le côté administratif, je dirais, et non pas technique, il est quand même important. En ce qui concerne les examens de cohérence et de vraisemblance, là, je dirais, on est plus dans la technique. Et au niveau de ces anomalies, bon, les points les plus importants globalement sur ces anomalies-là, on va les retrouver tout à l'heure, on aura le détail, hein, mais c'est surtout les frais de véhicule, dont on fera un petit développement là-dessus, et le remplissage de la balance de trésorerie, et notamment dans certaines annexes qu'on appelle les tableaux OG. Voilà. Est-ce que tu veux que j'affiche le détail, Philippe? Je peux afficher oui. La liste. Ouais. Voilà. Alors, voilà, on voit, on les a listés comme ça, ce n'est pas dans l'ordre d'importance, hein, mais ce sont des informations, par exemple, je vais prendre la TVA. Dans les tableaux OG, il y a un tableau OG, je crois que c'est le 06, je ne sais plus, ou le 03, je ne l'ai pas en tête, où on vous demande si vous êtes assujetti à TVA. Même ce document-là, même tout à fait au départ, sur l'OG 01, on demande si vous êtes exo, assujetti partiel, etc. Donc ça, c'est la première information. Il faut le remplir, même si on a une activité médicale qui n'est pas assujettie à TVA. Et après, un peu plus loin, on vous demandera aussi de ventiler éventuellement par des taux différents. Par exemple, pour des artistes, on peut avoir un taux à 5,5 ou à 10 ou à 20. Et donc, prenez le temps de le remplir correctement. Sinon, derrière, ça génère des questions qui, quelquefois, peuvent vous agacer. Les déclarations de 2036 concernent les sociétés civiles de moyens. Maintenant, vous avez la possibilité de les dématérialiser et de nous les envoyer. Il y a quelques années, il fallait encore la 2035 était dématérialisée, mais pas la 2036, il fallait l'envoyer papier ou mail, etc. Les crédits d'impôt formation du dirigeant, souvent c'est mal calculé, surtout dans le cadre des sociétés. Hein, un petit rappel, c'est dans le cadre des sociétés, le crédit d'impôt est valable pour la société et pas par dirigeant, hein, pas par associé, pardon. Voilà. Date de début d'activité, j'en ai parlé. Les médecins, j'en ai parlé. Et le tableau de passage au G aussi. Donc ça, c'est des points importants. Mais on développera un peu plus loin, je pense, Julien. Tout à fait. On peut peut-être commencer à parler de la TVA. La TVA. Bon, alors la TVA, donc là, je vais le développer. En matière de profession libérale, il faut savoir que, en gros, 60% des activités libérales, je ne parle pas de la franchise, hein, mais ne sont pas assujetties à TVA. C'est toutes les activités médicales et paramédicales. Donc, ce sont des activités où il y a généralement il y a un diplôme d'État, il y a un ordre professionnel, et donc c'est réglementé. Donc ça, c'est en dehors du champ d'application de la TVA. Il y a des activités qui, elles, normalement, vont être, je dirais, assujetties à TVA, mais qui vont bénéficier déjà de la franchise. Et puis, il y a des activités, on pourrait penser qu'elles sont en dehors du champ d'application de la TVA, mais malheureusement, pas toutes. Les seules activités d'enseignement qui vont bénéficier d'une exonération, ce sont les cours et leçons particulières, à condition que le professionnel enseigne lui-même, qu'il soit rémunéré directement par son client, par son élève, et qu'il n'y ait pas d'enseigne commerciale, etc. Et surtout, souvent, les gens ne font pas attention à ce petit point de détail.
il faut que l'enseignement soit conforme, je dirais, à ce qui est pratiqué en termes scolaires, universitaires ou technologiques. C'est-à-dire des cours de maths, d'anglais, de français. Et nous, on a eu l'exemple d'un kinésithérapeute qui enseignait une médecine chinoise à des médecins et à d'autres kinés. Cette matière ne compte pas au nombre des matières enseignées dans le cadre de l'université et il a été retoqué en matière de TVA. Donc, activité d'enseignement, c'est donc les cours et leçons particulières, la formation professionnelle continue, bien évidemment. Alors, il faut être enregistré et il faut avoir déposé, ça c'est très important, un imprimé qui s'appelle le 3511 que vous allez adresser à l'administration fiscale pour signaler que vous avez telle activité que vous exercez à tel endroit et qui est une activité d'enseignement. L'exonération de cette TVA est conditionnée par l'envoi du document. Je m'explique, vous démarrez votre activité le 1er janvier, vous n'envoyez le document que le 1er mai. De janvier à mai, vous êtes assujetti à TVA, évidemment, si la franchise ne s'applique pas. D'accord? Donc, 3511, impératif. Activités d'enseignement exonérées, ce sont les activités d'enseignement telles que la formation professionnelle continue, je l'ai dit, et les établissements d'enseignement. Ces établissements d'enseignement, à condition toujours pareil qu'on enseigne des matières scolaires, universitaires, technologiques, etc., l'exonération porte également sur les frais de repas, voire les frais d'hébergement dans le cadre d'un internat. Donc, quand vous avez des activités d'enseignement, là je parle au conseil, quand vous recevez des clients, la première des choses à faire, c'est de vérifier que l'activité, les modalités d'exercice de l'activité professionnelle permet cette exonération de TVA. Je vais vous prendre un cas, je finis sur la TVA, mais on va parler d'autres problèmes de TVA, mais pour des différents aspects d'exercice, mais autres que l'enseignement réel. Je vous prends un exemple d'activité d'enseignement qui est une profession libérale, c'est les auto-écoles. Les auto-écoles, comment dirais-je, elles font de l'enseignement, sauf que généralement, ils peuvent avoir des salariés. Donc, ça aussi, c'est une des conditions pour être exonéré. Ne pas avoir de salariés qui participent à l'activité pédagogique de l'enseignement. Les auto-écoles peuvent avoir, elles ont de la publicité, une enseigne commerciale et des moyens mis en œuvre. Hein. C'est un des critères qui est retenu. Voilà, donc faites attention, activité d'enseignement, apprendre avec des pincettes. Concernant les professions libérales, on a aussi les actes à visée non thérapeutique. Il y a quelques années, on a vu, il y a un texte qui est sorti concernant notamment tout ce qui était chirurgie esthétique, mais pas que. Les dermatologues aussi ont beaucoup d'activités qui ne sont pas réputées être des activités médicales, mais des activités de confort, des actes de confort. Donc là, ça a posé quand même beaucoup de problèmes parce que ces personnes-là n'étaient pas organisées pour ventiler leurs recettes qui étaient liées à l'esthétique et les recettes qui étaient liées à des actes médicaux. Donc, ça, c'était le premier point. Et je vais parler du contrat de collaboration qui est tout de suite après. Contrat de collaboration, lorsqu'un professionnel libéral met à la disposition d'un de ses confrères les locaux, le matériel, la clientèle et tout l'administratif, ce ne sont pas des honoraires rétrocédés. Et ça aussi, je le dis parce qu'on en rencontre quelques-uns. Ça s'appelle un contrat de collaboration. Ce contrat de collaboration, ce n'est pas un contrat de remplacement. Le contrat de collaboration va faire percevoir au titulaire une redevance. Et cette redevance du titulaire, si elle est supérieure aux 36 000, c'est maintenant la franchise en base de TVA, 34 et 36, je crois que c'est dans ces eaux-là. À ce moment-là, il devient assujetti à TVA. Et la difficulté, c'est que généralement, les contrats n'ont pas prévu ce passage. Donc là, problème de relation entre le titulaire et le collaborateur.
Et l'effet qui se coule, je dirais, de cet assujettissement du professionnel libéral à la TVA ou de l'assujettissement d'un médecin qui a des actes à visée non thérapeutique qui, pour ces actes-là, deviendraient assujettis à TVA. Et si ces personnes-là sont membres de sociétés civiles de moyens qui normalement sont des sociétés civiles moyens uniquement de profession médicale, donc exonérées, eh bien, si les recettes encaissées par le praticien et qui sont assujettis à TVA sont supérieures à 20% de son chiffre d'affaires global, elle va entraîner l'assujettissement de la SCCM à la TVA. Donc là, il y a une extrême prudence parce que généralement, les cabinets, soit vous avez les clients, soit vous avez la SCM. Vous avez rarement tous les clients de la SCM, si ça arrive tant mieux. C'est d'être très, très vigilant lorsque vous gérez la SCM et que d'autres confrères s'occupent de certains patients, enfin des clients, pardon. Voilà les points, je dirais, à risque en matière de TVA. Il y en a d'autres, mais bon, vous avez les activités de psychologues qui sont exonérés de TVA à condition qu'ils aient un diplôme en psychopathologie et qui exercent vraiment leur activité envers des patients. Je prends l'exemple d'un psychologue qui, diplômé, etc., peut bénéficier d'exonération de TVA, mais qui va faire du consulting auprès d'entreprises. Et là, on n'est plus dans l'activité médicale, on est dans une fonction RH et il devient assujetti pour ses actes, toujours pareil, en prenant en considération la franchise en base. Merci Philippe. Merci pour ces rappels. On va peut-être passer au point. Alors, il y a pas mal de questions sur la TVA là, que je vois tomber. Des questions très pertinentes, certaines très spécifiques. Donc, je les note. Et comme je l'ai dit au début, on ne pourra peut-être pas répondre à tout, mais il y aura un article qui sera fait à la fin pour répondre aux questions. Et de toute façon, on fait une séance de questions-réponses une fois qu'on a traité les points qu'on voulait traiter. OK. Après, le point d'après, c'était sur les frais de véhicule. Là, peut-être Philippe, est-ce que tu peux rappeler les points d'alerte sur ce sujet avant qu'on laisse la parole à Mathieu sur les frais de repas? Oui, pour les frais de véhicule. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un professionnel libéral, le montant des frais de véhicule est généralement, et je veux dire, compte tenu du nombre d'adhérents, on peut parler de statistiques avec un échantillon représentatif, c'est que les frais de véhicule génèrent quand même beaucoup de questions et quelquefois les montants sont assez importants. Ce qu'il faut savoir par rapport aux frais de véhicule, c'est que je dirais qu'il y a deux choix à faire par un professionnel libéral. C'est un, est-ce que je vais prendre des frais réels ou est-ce que je vais prendre l'indemnité kilométrique? Deux, est-ce que je garde le véhicule dans mon patrimoine privé ou est-ce que j'affecte mon véhicule au patrimoine professionnel? Ça veut dire, pour les BNC, tout simplement l'inscrire au registre des immobilisations et des amortissements. Ces options-là, frais réels, frais forfaitaires, indemnité kilométrique, cette option, elle est globale. Ça veut dire qu'elle s'applique à tous les véhicules et elle s'applique pour toute l'année. On n'a pas le droit de changer de mode de déduction en cours d'année. Par contre, tous les ans, vous avez la possibilité de changer. Alors, il y a une raison assez simple, c'est qu'il est interdit en fin d'année, d'avoir comptabilisé donc tout au long de l'année les frais réels et en fin d'année faire un calcul. Et on s'aperçoit que les frais forfaitaires sont plus intéressants, plus avantageux. Dans les cabinets, on va passer ce que j'appelle la vieille OD des familles, c'est-à-dire qu'on va sortir le montant total des frais réels pour les affecter au compte de l'exploitant. Et cette OD-là, elle n'est pas bonne et vous pouvez vous faire reprendre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez comptabilisé des frais réels dans votre comptabilité, eh bien cela présuppose que vous avez opté pour les frais réels. Et l'option pour les frais réels, que ce soit là pour le véhicule ou pour les médecins qui utilisent les 2% forfaitaires dont on parlera,
Bien, la matérialisation de l'option se fait par la comptabilisation des frais. Si dans les comptes de frais correspondants, il y a des montants qui sont inscrits, ça veut dire que vous avez opté pour les frais réels. S'il n'y en a pas, ben, on suppose que vous attendez la fin de l'année pour pratiquer une déduction de frais forfaitaires. Donc ça, c'est important. Des exemples, j'en ai beaucoup. Je vous rappelle simplement que dans le cadre des sociétés, l'option globale, ça veut dire que tous les associés, et si un véhicule appartient à la société, le mode de déduction est un mode de déduction ou réel ou frais forfaitaires, c'est-à-dire l'indemnité kilométrique. Ok. Pas d'autres. Un exemple qui date de la semaine dernière, un professionnel nous a envoyé sa déclaration 2035, il a inscrit un scooter au tableau des immobilisations, donc on peut supposer qu'il pratique des frais réels, et on s'aperçoit qu'il a un véhicule automobile pour lequel il a déduit des indemnités kilométriques. Bon, on l'a retoqué, on lui a dit, voilà, là il y a un petit problème. Justification des kilomètres parcourus, j'ai vu qu'il y avait une question là, qui était passée, on va y répondre de suite. Moi, je préconise au moins un relevé des kilomètres par semaine, de manière à pouvoir faire un total en fin d'année et d'avoir un commencement de preuve des kilomètres parcourus pour les frais, pour l'indemnité kilométrique ou pour les frais réels d'ailleurs, hein, de manière à pouvoir dire, voilà, mon véhicule, globalement, il a parcouru 40 000 km. Sur les 40 000, il y en a 30 000 professionnels et je démontre que ces 30 000, je les ai parcourus de telle et telle manière pour aller à des congrès, visites de clientèle, etc. Pour certaines activités médicales, par exemple, comme des infirmières ou des kinés en campagne, qui font des tournées, je dirais, ils ont voilà, peut-être relever le nombre de kilomètres de la tournée du lundi, du mardi, du mercredi, pour éviter à chaque fois de reprendre sur le compteur tous les jours, qui est un peu fastidieux. Voilà. Ok, merci beaucoup Philippe. Alors, on va passer à un autre point, et là je vais laisser la parole à Mathieu. Peut-être les points d'alerte sur les frais de repas, qui est aussi un gros sujet dans la déclaration des BNC. Oui, merci. Un premier sujet important, en effet, les frais de repas. Un petit rappel, déjà, bien sûr, qui paraît évident, mais important, c'est que ce sont seulement les frais de repas qui sont pris dans le cadre professionnel, bien sûr. Donc, ils sont vraiment nécessités par l'exercice de votre profession. Ensuite, on va pouvoir donc déduire ces frais de repas fiscalement, mais dans certaines limites. Donc, déjà, même avant de parler des limites aussi, le deuxième point qui est important, c'est que, alors là, c'est un peu discutable, mais la déduction, elle est possible que pour ceux qui sont, je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais dans l'impossibilité de rentrer en fait chez eux pour pouvoir déjeuner. Notamment, en tout cas, je parle pour le repas du midi. Et donc, il faut qu'il y ait une distance significative entre domicile et lieu de travail pour justifier qu'on ne pouvait pas rentrer chez soi et qu'on était obligé de justement engager des frais de repas. Donc déjà, ça, c'est les conditions de fond. Sur la forme aussi, bien sûr, avoir un justificatif. Et ensuite, en termes de montant à prendre en compte dans la déduction fiscale, c'est vrai qu'on a peut-être tendance des fois, en tout cas, à l'oublier ou c'est peut-être pas assez connu. Il y a une limite de déduction qui est en fait double, puisqu'il y a un plancher et un plafond, entre guillemets. Vous avez le plancher, alors il est à 4,90 €, je crois. Je l'avais regardé tout à l'heure. 4,90 € pour 2020. Donc ça, c'est le montant forfaitaire qui est estimé par l'administration fiscale pour un repas qui serait pris chez soi. Ensuite, on a un deuxième montant, c'est cette fois un plafond qui est à 19 € pour 2020. Et là, au-delà de ce montant-là, on considère que c'est exagéré. Et donc, la limite de déduction, elle va se situer entre les deux. C'est-à-dire que si vous engagez un repas supérieur, les frais de repas supérieurs à 19 €, vous allez avoir un maximum déductible à 14,10 €, qui est la différence entre 19 € et 4,90 €. Et si vous engagez des frais de repas inférieurs à 19 €, donc je ne sais pas, par exemple 15 €,
vous allez pouvoir déduire 15 € moins les 4,90 € le forfait d'un repas à domicile. Donc, ça vous fait 10,10 €. Voilà. Donc, ça, c'est important. Les frais de repas, ils sont déductibles, mais dans ces limites-là, à prendre en compte au niveau fiscal. Et au niveau de la TVA aussi, elle est récupérable, mais de la même manière sur le même montant déductible fiscalement. Voilà. Après, on parle des frais de repas ici. J'ai parlé seulement des frais de repas engagés par le professionnel libéral. Bien sûr, s'il engage des frais de repas avec des clients, des partenaires, des salariés, etc., là, on a l'intégralité qui est déductible du moment que, bien sûr, on justifie l'intérêt de ce repas. Et de la même manière, si on est en déplacement professionnel, on peut aussi déduire. Mais là, j'ai parlé, les limites de déduction, elles sont pour le repas, le déjeuner, qu'on aurait pu prendre potentiellement chez soi. Donc, c'est important, mais déjà, bien faire des distinctions donc, entre les frais de repas et ce qu'on pourrait appeler les frais de mission aux réceptions qui, eux, n'ont pas tout à fait les mêmes règles. Voilà. Ok, merci beaucoup Mathieu. Point d'alerte aussi important qu'on a voulu mettre en évidence, c'est sur les spécificités des médecins. Il y a au moins 2 points dont on voulait parler. Et je laisse la parole à Philippe. Philippe, il faut réactiver ton micro. C'est bon? Voilà, parfait. Oui. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin. Oui, concernant les médecins, je dirais que on a eu beaucoup de députés et de sénateurs médecins, et c'est pour ça que le traitement social et fiscal des médecins est très particulier. Bon, il représente environ 40 à 45% des professionnels libéraux. Au plan fiscal, les médecins du secteur 1 ont la possibilité de bénéficier de déductions forfaitaires, ce qu'on appelle les frais de groupe 3, qui est un montant fixe d'environ 3 000 €, les frais forfaitaires de 3%, qui sont liés au fait qu'ils sont médecins du secteur 1, et une déduction forfaitaire de 2%. Alors, le secteur 1, c'est quoi? C'est le médecin qui a signé une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie et qui s'est engagé à respecter les tarifs de la CPAM. À ce titre-là, il peut bénéficier de ce régime de faveur, je dirais, puisque c'est la seule profession libérale qui peut déduire forfaitairement une certaine quantité de charges. C'est-à-dire qu'il déduit non seulement ses frais professionnels, mais en plus, il va déduire ses frais spécifiques, forfaitaires. Les médecins du secteur 1 bénéficient aussi d'une prise en charge importante de la part de la Caisse primaire d'assurance maladie de leur cotisation maladie. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ils payent à peu près 90 € par an. Et est pris en charge aussi par la Caisse primaire d'assurance maladie des cotisations retraite. Aux alentours de 70-75% de leur cotisation retraite est prise. Toutes ces mesures sont en contrepartie du fait qu'ils s'engagent à respecter les tarifs conventionnels. Ensuite, vous avez les médecins du secteur 2. Ce sont des médecins qui sont, eux, conventionnés aussi. Généralement, c'est des spécialistes, mais ça peut être aussi des généralistes, qui, eux, ont un tarif conventionnel, pareil, mais par contre, ils ont le droit à dépassement. Je prends une spécialité n'importe laquelle, le tarif conventionnel, c'est 30 €, il fait payer 30 €, le patient est remboursé sur la base des 30 €, comme au niveau du secteur 1. Par contre, il fait payer, au lieu de faire payer 30 €, il fait payer 50 €. À ce moment-là, le patient sera remboursé, mais sur la base des 30 €. Aujourd'hui, il y a des mutuelles qui remboursent au-delà, je dirais, du tarif conventionnel et prend en charge tout ou partie des frais supplémentaires du secteur. Et ensuite, on a une troisième catégorie de médecins, on en a 4 d'ailleurs, on a les remplaçants,
Et on a les médecins non conventionnés. Alors eux, qu'ils fassent payer 20 euros, 30 euros ou 100 euros, de toute façon, le patient n'est jamais remboursé. Les médecins du secteur 1, donc eux, ils ont la possibilité d'être adhérents à un organisme agréé et de bénéficier de la non-majoration ou de bénéficier du secteur, des avantages du secteur 1. Donc les fameux frais de groupe 3 et 3%. Ce qui est intéressant, c'est qu'un médecin du secteur 1 peut déduire l'ensemble de ses frais réels, renoncer à la déduction forfaitaire, donc des groupes 3 et 3%, bien sûr, et quand même bénéficier, à condition de ne pas les avoir comptabilisés, les frais qui sont compris. Philippe, on a un bruit il y a un bruit de micro qui frotte, je pense, contre la veste. Ça fait un bruit de fond. Ou de feuilles, je ne sais pas, mais il y a un bruit de fond qui… Voilà. Oui, effectivement, je vais changer. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais. Et oui, oui, d'accord. Non, parce que j'avais mis qu'une oreillette et l'autre frotté sur le… D'accord. Ouais, voilà. Voilà. J'en étais où? Oui, donc les médecins du secteur 1 vont pouvoir déduire leurs frais réels et déduire forfaitairement le fameux 2% dont je parlais tout à l'heure, qui correspond aux frais de petits déplacements, de blanchissage, de communication, de publicité, sauf que les médecins, en principe, ils n'ont pas de publicité, etc., etc. Alors, dans des cabinets style radiologie ou autres, qui sont en profession libérale, il est évident qu'il vaut mieux déduire le 2% forfaitaire que les frais réels, parce que le 2% sur le chiffre d'affaires à 2, 3 ou 4 millions, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Que dire encore sur les médecins? Si éventuellement l'avantage association agréée était remis en cause et qu'il y avait un redressement de la part d'un inspecteur des impôts, ils pourront toujours se rapatrier sur les frais de groupe 3 et 3%. Alors 3% et 2%, c'est 3% du chiffre d'affaires conventionnel. Le 2%, lui, en plus, s'applique sur les autres honoraires. L'ensemble des honoraires, ça peut être des honoraires de formation, parce qu'il a dispensé des cours, tous les honoraires qui peuvent rentrer, autres que ceux qui sont de nature médicale. Après, il y aurait beaucoup. On est obligé de… Je suis désolé, Philippe, vas-y. de prendre un peu la suite. Excusez-moi. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Non, c'était très bien. Merci d'avoir dressé le tableau là, des différents secteurs, c'est parfait. Simplement, justement, une question qui est liée à ce que tu viens de dire sur les différents types d'honoraires. Donc, je vais laisser parler Mathieu, mais la question des honoraires rétrocédés qui se pose régulièrement. Qu'est-ce que c'est que des honoraires rétrocédés et concrètement, qu'est-ce qu'on en fait sur la déclaration? Les honoraires rétrocédés, c'est lorsque… Ah, pardon. J'ai laissé Mathieu. C'était un Mathieu. Ah, vas-y, Mathieu. Comme tu veux. Peu importe, mais si je prends la suite, sur les honoraires rétrocédés, tu en as parlé un petit peu, Philippe, en effet, tout à l'heure. Déjà, de quoi il s'agit? En fait, ça réside… la difficulté réside déjà dans la définition. Il faut rappeler que donc, les honoraires rétrocédés, c'est les sommes que, en tant que professionnel libéral, vous allez reverser à un confrère, généralement, ou en tout cas une autre personne, des fois, qui exerce une profession libérale qui est complémentaire à la vôtre. Donc, typiquement, le classique des honoraires rétrocédés, c'est les remplacements, par exemple, chez les médecins, qui est assez classique. Et la difficulté, c'est de ne pas confondre justement avec une redevance de collaboration. C'est ce dont parlait tout à l'heure Philippe, par exemple, puisque pour le coup, là, il y a un distinguo à faire, donc comptable et fiscal. Déjà, comptablement, ce n'est pas la même comptabilisation puisque les honoraires rétrocédés, on va les mettre en moins des recettes, donc on va les comptabiliser dans un compte 709. Donc, ça va venir en moins des recettes encaissées au niveau comptable, mais également donc, au niveau fiscal sur la 2035K.
Tandis que les redevances de collaboration, par exemple, on va plutôt les traiter dans des sous-comptes du 613, en tout cas dans des comptes de charge plutôt assimilés à de l'allocation ou à de la prestation de service, selon ce qui est compris dedans. Et là, la différence qu'il y a donc bien sûr entre les deux, c'est que déjà, ce n'est pas la même case au niveau fiscal. Les honoraires rétrocédés, donc vraiment qui sont considérés comme tels, on va les retrouver sur la 2035A dans la case AC, et tandis que les autres, les charges, on va les retrouver à l'intérieur des dépenses. La particularité aussi, du coup, c'est qu'il y a la DAS 2 aussi, qu'il ne faut pas oublier, qui est à faire obligatoirement pour toutes les sommes, justement, qui ont été versées, tous les honoraires supérieurs à 1 200 € par an et par professionnel à qui on a reversé des honoraires dans ce cadre-là. Donc, deux points d'attention, faire la différence entre honoraires rétrocédés et honoraires rétrocédés, ce qui n'est pas, et la DAS 2, bien vigilant. Merci beaucoup, Mathieu. C'était très clair. Ça nous permet de passer, après avoir listé ces quelques points d'alerte, à la partie conséquences de la crise sanitaire. Évidemment, c'est un sujet d'actualité puisque tout le monde est concerné. Mais comme on l'a dit au départ, c'est un sujet qui a suscité beaucoup de questions. Attendez, un sujet qui a suscité beaucoup de questions sur 2 points essentiellement. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a 2 qui ont concentré 80% des questions, on va dire. Le premier, c'est comment est-ce qu'on traite fiscalement les aides perçues? Et deuxièmement, quelles conséquences pour les décalages de paiement de cotisation? Alors, pour ces différents points, pour le premier point, en tout cas, je vais laisser la parole à Mathieu, qui va passer en revue les différentes aides et à chaque fois préciser le traitement fiscal et social. Oui, merci. Du coup, en effet, suite à la crise sanitaire qu'on connaît depuis 1 an maintenant, il y a eu différents dispositifs d'aide qui ont été mis en place. Le plus connu, c'est bien sûr le Fonds de solidarité qui a été donc mis en place par l'État. Ce Fonds de solidarité, donc, vous savez, qui a été au début forfait de 1 500 € selon si on avait perdu suffisamment de chiffre d'affaires. Ensuite, il a évolué au fil du temps pour vraiment monter beaucoup plus haut ces derniers temps. Ce Fonds de solidarité, c'est une subvention d'un point de vue fiscal, assimilée en tant que telle. Donc déjà, d'un point de vue comptable, ça doit être comptabilisé dans un compte, dans une subdivision d'un compte 774, 740, donc subvention reçue, déjà, comptablement. Et fiscalement, ce n'est pas imposable, que ce soit, là on a marqué même au sens plus large que les BNC, que ce soit l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Donc en tout cas, pour les BNC, il n'est pas imposable dans leur résultat fiscal de BNC, donc à l'impôt sur le revenu. Et ce n'est pas non plus soumis à cotisation sociale, donc vos cotisations à l'URSSAF et puis à vos différentes caisses de retraite selon votre profession, ce n'est pas non plus soumis. Donc en fait, on va le comptabiliser en subvention et fiscalement, on va le retraiter pour pouvoir le déduire fiscalement de votre déclaration fiscale. Ensuite, si tu peux passer, ouais, voilà. Ensuite, on avait donc le fonds d'action sociale. Là, c'était ce qu'on appelait l'aide CPSTI. Donc, l'aide CPSTI, c'était alors là, c'était pour les artisans, commerçants. C'était le premier volet, puisqu'après, on verra, il y a eu un volet qui a suivi pour les professions libérales. Au début, c'était les CPSTI pour les artisans commerçants. Alors là, cette fois, c'est un traitement qui est différent d'un point de vue comptable, puisque les préconisations qui ont été recommandées par l'ordre des experts comptables sur ce point, c'est de ne pas comptabiliser du tout, d'un point de vue comptable, ces aides en produits, mais de les mettre directement, en tout cas quand c'est une entreprise individuelle, dans le compte de l'exploitant. Ouais. Si on est sur une société, dans le compte courant d'associé. Donc ça vient, en fait, c'est une aide qui est considérée comme appartenant à l'indépendant. Et donc, à ce titre, même si ça a été versé sur un compte professionnel, sur le compte d'entreprise, ça doit être retraité dans le compte de l'exploitant ou dans le compte courant associé. Donc, ça n'a pas d'impact comptable et donc indirectement pas d'impact fiscal. Il n'y a même pas besoin de le retraiter puisque on n'a pas intégré ça comptablement. Et donc, on ne le retraite ni fiscalement, ni socialement, parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé sur le fonds de solidarité que c'était exonéré de cotisation sociale. Du coup, ça se joue, l'exonération de cotisation sociale, pour le coup, elle se joue alors,
plus sur la DSI, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, mais elle se joue au moment de la déclaration, ça se jouera au moment de la déclaration de votre revenu à l'URSSAF. Mais qui, je ne sais plus si on va le voir ou si on en a déjà parlé, va changer cette année, puisque tu as parlé des cases qui ont changé, mais il y a aussi un deuxième point qui fait que ça va être lié maintenant à la déclaration d'impôt sur le revenu. Ça sera directement sur la 2042, qui en plus, il faudra indiquer ces éléments-là. Ensuite, on avait, donc je pense que le prochain point, c'est sur les… Voilà, justement, donc les aides qui ont été versées par les caisses de retraite des professions libérales, un peu dans le même veine que la CPSTI, c'est exactement le même traitement. C'est-à-dire qu'on considère que ce sont des aides qui sont déjà, bien sûr, exonérées fiscalement, socialement, et qui sont retraitées, en tout cas, qui n'impactent pas le résultat comptable. Elles sont en compte de l'exploitant ou en compte courant associé, exactement le même traitement que CPSTI. Si tu peux passer à la slide suivante, les aides de l'ARS. Donc là, par contre, on change de système puisque cette fois, elles ne sont pas exonérées ni d'impôts ni de charges sociales. Donc, on va les mettre en subvention, comptablement parlant, et puis il n'y a pas de retraitement à opérer ni fiscalement ni socialement. C'est très simple. Ensuite, on a un tableau de synthèse, voilà, où on voit bien qu'en fait, pour faire simple, le fonds de solidarité, alors que ce soit l'État ou que ce soit le relais de la région, parce qu'on avait le fonds de solidarité forfaitaire de l'État, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a démarré à 1 500 €, et ensuite on avait un relais possible sur le fonds de solidarité par les régions. Et ce fonds de solidarité par la région, alors il y a marqué Occitanie en l'occurrence, puisque c'était la RAPL Grand Sud. Mais moi, je suis en Occitanie aussi, donc ça me va bien, mais c'est valable pour toutes les régions françaises. Et donc, les fonds de solidarité, donc sur le surplus qui était vraiment pour les entreprises en difficulté, il n'est pas imposable non plus. Donc, tout ce qui est fonds de solidarité, c'est en subvention, comptablement parlant, mais c'est retraité fiscalement et socialement pour ne pas impacter et hausser votre résultat. Le fonds d'action sociale, donc CPSTI, et toutes les aides liées aux professions libérales. C'est vrai que CIPAV, on n'a pas fait de détail. Il y a un détail sur la CIPAV. La CIPAV, c'est un petit peu différent puisque l'aide, en fait, elle n'a pas été versée. Elle vient en déduction du solde des cotisations. Donc là, c'est un peu différent dans le sens où, comme elle vient en déduction du solde des cotisations à payer, il n'y a pas de retraitement à opérer déjà, à proprement parler, puisque elles sont par nature déjà comptabilisées en tant que telles quand vous allez saisir vos cotisations retraite. Voilà, c'est un petit peu un traitement différent pour la CIPAV. Et donc, par contre, ce qui est super important, il y a eu beaucoup la question, toutes les aides qui ont été versées par les villes, donc là c'est pareil, on avait 12 métropoles, mais c'est valable pour toutes les villes, toutes les aides versées, il y a un certain nombre de villes qui ont fait des versements complémentaires au fonds de solidarité. Celles-ci, elles sont imposables. Et pareil pour les aides de l'Agence régionale de santé, notamment pour les BNC. Mais ce qu'il faut retenir de manière plus globale, au-delà des BNC, c'est que toutes les aides qui ne sont pas du fonds de solidarité, en tout cas les subventions versées qui ne sont pas du fonds de solidarité ou qui ne sont pas des caisses sociales, elles sont imposables, tant à l'impôt sur le revenu qu'auprès des caisses sociales. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, il y a une forte représentation de l'Occitanie aujourd'hui, mais ce que tu as dit pour la… Voilà, c'est ça. Ce que tu as dit sur le Toulouse et la région, comme tu le disais, c'est valable pour l'ensemble des régions. Le principe reste le même, qu'on soit à Toulouse ou à Lille. Alors, on poursuit sur le traitement de la crise sanitaire avec un focus sur l'abandon de loyer. Alors, pourquoi cette question? Parce qu'effectivement, il y a des propriétaires qui ont pu décider, compte tenu de la crise sanitaire, et l'idée était un petit peu de les encourager dans ce sens, à ne pas réclamer des loyers à leurs locataires pour les aider à passer cette crise. En temps normal, l'abandon de loyer qui relève uniquement de la bonne volonté du propriétaire n'est pas déductible fiscalement, c'est-à-dire que l'administration fiscale estime qu'elle n'a pas à supporter la charge d'une décision de gestion du propriétaire. Là, ponctuellement, il y a eu un dispositif spécifique pour les renonciations de loyer qui ont lieu entre le 15 avril et le 30 juin 2020, dans la mesure où il n'y a pas de lien de dépendance entre le propriétaire et le locataire. À titre exceptionnel, on peut ne pas imposer ce montant de loyer. Donc, ce n'est pas une déduction, c'est-à-dire qu'on n'impose pas le loyer qui n'a pas été perçu. Alors, encore une fois, en temps normal, on peut être imposé sur un loyer qu'on n'a pas perçu s'il s'agit simplement d'une décision de gestion.
Petite précision sur une fenêtre de temps qui est quand même très, très spécifique. Voilà pour cette partie. Maintenant, on va passer à une autre partie qui a soulevé beaucoup de questions sur les conséquences fiscales des décalages de paiement. Donc, on sait que, pour poser le contexte, que les organismes sociaux ont tout fait pour faciliter le paiement des cotisations, ce qui en soi est évidemment une bonne chose, mais il y a des conséquences fiscales importantes, notamment lorsqu'on est sur une déclaration ou en recette-dépenses. Philippe, je te laisse la parole peut-être sur ce sujet. Oh, par contre, ton micro est coupé. Il faut juste le réactiver et ça sera bon. Voilà. C'est bon? Voilà, parfait. On Il doit t'entend. se mettre en stand-by au bout d'un certain temps. Oui, concernant les décalages, bon, un rappel concernant la déductibilité des charges en matière de profession libérale. Hein, la charge, bien, il faut qu'elle soit justifiée par une facture, il faut qu'elle ait été payée et il faut qu'elle soit justifiée, c'est-à-dire engagée dans l'intérêt de l'activité. Là, la question qui se pose, c'est toutes les charges qui n'ont pas été payées, et comme on n'est pas dans un régime BIC, eh bien, si c'est un décalage de règlement, eh bien, ça sera déductible fiscalement l'année, c'est-à-dire en 2021, si c'est le cas. En 2021, elles seront déductibles puisqu'elles auront été payées, décaissées. Hein, le flux, on parlait des loyers tout à l'heure, c'est pareil, hein, il faut qu'il y ait un flux et non pas une opération, une OD lorsqu'il y a, par exemple, un loyer à soi-même. En ce qui concerne donc là, vous ne pouvez pas les provisionner, ce n'est pas possible, sauf à avoir opté pour un régime créance-dette qui permet, lui, dans le cadre des BNC, de pouvoir comptabiliser ce que l'on appelle des charges à payer. Ensuite, la question, donc effectivement, impact sur le résultat, évidemment, le fait de ne pas avoir payé certaines charges, va entraîner normalement, pour quelqu'un qui a continué à travailler normalement, va entraîner une augmentation à due concurrence du montant du bénéfice. Donc, qui dit augmentation du bénéfice, dit augmentation de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales à venir. Malheureusement, c'est pour les professions libérales, pour les BNC, c'est comme ça, c'est une situation très, très particulière, exceptionnelle et que j'espère on ne reverra plus. Hier, j'étais avec le directeur de recouvrement de l'URSSAF et j'ai posé la question suivante, à savoir si, lorsque, vous savez que pour déduire les contrats Madeleine, peut-être j'anticipe, Julien, je ne sais plus, pour déduire les primes versées dans le cadre des contrats loi Madeleine, il faut être à jour de ces cotisations sociales obligatoires. Or, il se trouve que entre les cotisations qui ont été non prélevées par l'URSSAF, les caisses de retraite qui ont été décalées, etc., il est évident que le professionnel libéral n'est pas à jour de ces cotisations obligatoires, mais le fait qu'il ne soit pas à jour, ce n'est pas de son fait. Hein. C'est parce qu'il y a eu le Covid et parce que les caisses ont décidé de ne pas prélever ou de donner la possibilité aux contribuables de décaler le règlement sur l'année, l'exercice suivant. Donc, le directeur du contentieux et du recouvrement m'a dit il n'y a aucun problème, même s'ils n'ont pas à jour, hein, dans la mesure où ce n'est pas une démarche volontaire, le montant total des déductions liées à des contrats de type Madeleine resteront déductibles. Je crois que ça, c'est une des questions importantes qui se posait. Oui, effectivement. Dans la mesure où les contrats Madeleine, notamment pour les retraites, il y a un engagement de versement avec un calendrier. Parfait. Bah, merci. Effectivement, ça répond à une des questions qui avait été soulevée avant le début de la séance, au moment de l'inscription. Il y avait cette question précise sur la déductibilité des cotisations Madeleine. Justement, ça fait la transition parfaite avec la séance de questions-réponses. Alors, j'ai noté beaucoup de questions là, qui ont été posées pendant la conférence. Il y en a vraiment beaucoup. Merci à tous pour ces questions. Ce qu'on va faire, c'est commencer par répondre à des questions qui ont été posées par des personnes qui se sont inscrites et qui l'ont précisé dès leur inscription. Il y a tout type de sujets, des questions parfois très pointues. On se les est réparties.
Pour la première question, Philippe, donc je vais te laisser la parole. C'est laquelle? La question était les prestations de tests PCR effectuées par une infirmière dans le cadre de son activité indépendante sont-elles imposables au titre des BNC? Je te laisse la parole. Alors, je vais reprendre la règle générale. À partir du moment où, effectivement, un professionnel libéral ou une profession médicale, en l'occurrence, a pratiqué un acte et que cet acte a été rémunéré, il est tout à fait normal que, même si c'est un surplus, je dirais, parce que quelquefois, ils ont eu droit à des cotations différentes de ce qu'ils ont l'habitude de coter. Ce delta, je dirais, de paiement, de chiffre d'affaires, il reste imposable. Ok, merci beaucoup. Question suivante pour Mathieu. Alors, évidemment, tu en as déjà un petit peu parlé quand tu parlais des aides tout à l'heure, mais une question plus sur la comptabilisation concrètement. On a parlé de compte sans vide, pas compte sans vide, subvention, etc. Et les cases de la déclaration sur lesquelles il faut les faire apparaître. Oui, peut-être juste pour compléter de ce que j'aurais pas dit tout à l'heure. Donc, pour redire, et je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet, mais je vais peut-être rééclaircir les points au passage. Donc, seules déjà les subventions fonds de solidarité, on l'a dit, elles apparaissent dans le résultat puisqu'elles viennent donc dans le compte subvention reçue 740 et quelques. Puisque les autres, elles sont retraitées donc pour la BNC en compte de l'exploitant, tout ce qui vient des caisses sociales. Donc, quand on a une subvention, comptablement, donc pour les BNC, dans la 2035A, elle va apparaître naturellement dans les recettes. Donc, dans la 2037A et 35A, j'en ai une sous les yeux. Ça va venir, la subvention, ça va venir dans gains divers, donc la case AF. Et pour pouvoir le déduire fiscalement, sur la 2035B cette fois, on va venir dans la case CL, donc des déductions diverses, on va venir déduire pour le coup les subventions perçues au titre, encore une fois, du Fonds de solidarité. Donc attention à bien faire le tri dans les subventions reçues pour savoir si elles sont exonérées ou pas. Et puis bien sûr, quand vous les retraitez sur la 2035B, comme c'est des déductions diverses, il faut que vous mettiez le détail sur l'annexe de la 2035B pour pouvoir dire que ce sont des subventions reçues au titre du Fonds de solidarité. Je rajoute, parce que je vois que donc il y a eu des questions, en tout cas sur le sujet, parce qu'on me dit que la CARMF aussi, il y a eu une déduction des paiements, a priori. Alors, je ne sais pas si Philippe, peut-être tu peux nous apporter un éclairage sur le sujet. Parce que tu sais, j'ai parlé de la CIPAV qui était… Alors, la CARMF, il y a eu un communiqué du 14 janvier. L'appel du solde des cotisations de 2020 envoyé aux affiliés en août dernier figurait une aide de cotisants pour atteindre plus de 2 000 €, qu'ils disent. Décidée par le conseil d'administration, elle venait en diminution. L'aide, elle venait en diminution des cotisations qui restaient appelées. Voilà, et comme la CIPAV. Voilà. Et là, ils ont dit, l'ODA de finances de 2021 vient confirmer, bien sûr que non, ils ne sont pas imposés. Donc voilà, donc ceux qui se posent la question, en effet, comme ça vient en déduction, c'est vrai qu'il peut y avoir un retraitement à opérer, puisque en fait, il faut que vous veniez, pour le coup, jongler un peu avec la trésorerie, puisque sur des BNC, on a une comptabilité de trésorerie, en saisissant l'appel qui aurait dû être payé et ce qui a été déduit, en fait, pouvoir le neutraliser, ce qui était déjà directement déduit du solde de cotisation, puisque si vous passez, en effet, la charge telle qu'elle est payée, vous allez avoir indirectement une imposition, puisque vous aurez moins de charges à déduire de votre résultat fiscal. Donc, en effet, il y a un retraitement à faire quand ça a été déduit du solde appelé. Voilà. Oui, mais rien n'interdisait à des professionnels libéraux qui avaient la trésorerie. Excusez-moi, Mathieu, je prends de bénéficier d'un dispositif qui existe depuis longtemps à l'URSSAF, c'est-à-dire de permettre de moduler ces cotisations, c'est-à-dire que même si l'URSSAF n'appelle pas, rien n'empêchait les contribuables de payer les cotisations. Sauf que certains se sont frottés les mains en disant oui, chouette, je ne vais pas payer les cotisations, je peux les reporter, etc. Sauf qu'ils n'ont pas anticipé le fait que ça allait diminuer leur base imposable, augmenter leur base imposable. Exactement.
Et on nous Question demande sur un autre. aussi, Pardon, vas-y. excuse-moi, parce que Vas-y. je pense que peut-être Philippe, si tu as la réponse sur les aides de la CPAM, puisqu'encore une fois, c'est bien spécifique au BNC, qui ont été versées pour les aides en fait, pour diminution d'activité, en tout cas, enfin, qui là, ce n'était pas une caisse sociale. Alors, pour moi, c'est comme l'ARS, c'est-à-dire que c'est imposable. Là, Je ne sais pas si tu ouais, as mais il y a l'info ou des. pas. Je pense qu'on ne peut pas le traiter comme ça parce que j'ai un document là que. Enfin, nous, on a une veille permanente là-dessus. J'en ai 6 pages et ça concerne les S1, les S1 bis, les. C'est Donc, on le compliqué. mettra dans, enfin, Oui, vaut mieux dans l'article. que je fasse passer à Julien les informations de manière à ce que les personnes Ouais. puissent Mettra. le prendre Ouais. à tête reposée, on va dire. Ok. Ok, ça marche. Bon, on mettra ça dans l'article. Question sur un sujet tout autre, cette fois, sur un médecin qui serait hors d'une zone de revitalisation rurale, et qui, donc Oui. une zone, pour rappeler le contexte, qui permet de bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux, et qui passerait dans cette zone en cours d'année fiscale. Concrètement, comment ça se passe sur les déclarations 2035? Mais la fraction de revenus correspondant au prorata de l'exercice dans la zone va bénéficier de l'exonération totale, hein, puisque c'est 100% dans les ZRR. Donc, je prends un exemple, hein, un médecin qui a exercé son activité et qui vient s'installer le 1er septembre, il vient s'installer en ZRR. Donc, il a 4 mois en ZRR. J'imagine qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier des aides, hein, c'est-à-dire que l'activité, elle est au moins à 75% dans la zone, qui fait partie des activités. Bon, là, on parlait d'un médecin, mais on sait pertinemment que les activités d'assurance, de banque et compagnie ne peuvent pas en bénéficier. Donc, il est éligible à la ZRR. Il s'installe au 1er septembre. Eh bien, quand il aura réalisé sa déclaration 2035, on va prendre les 4/12e du bénéfice qui, eux, seront exonérés à 100%. Parfait, très clair aussi. Question sur un sujet, encore une fois, totalement différent. Pour Mathieu, cette fois, quelle est la fiscalité des dons? Alors, je suppose que la question porte à la fois sur la déduction des dons qui sont faits, éventuellement réduction d'impôts. On n'avait pas plus de précision dans la question. Je te laisse la parole. Ok. Alors, les dons, en effet, donc, il y a une fiscalité particulière. En fait, il y a 2 aspects. Il y a le premier aspect qui est sur la déductibilité du résultat fiscal, et puis ensuite, il y a l'aspect sur la réduction d'impôts, dont mécénat. Donc, le premier aspect, c'est que, du coup, pour pouvoir pratiquer la réduction d'impôts, dont mécénat, le don qui est pratiqué, il n'est pas déductible à proprement parler de votre résultat fiscal. Donc, vous ne déduisez pas cette charge d'un point de vue fiscal. Si elle est passée en comptabilité, vous la réintégrez fiscalement donc, sur la 2035. Donc, c'est sur 2035B dans la case CC. Et ensuite, au niveau de la réduction d'impôt, en revanche, vous avez donc une réduction d'impôt qui va se pratiquer directement sur votre impôt sur le revenu, hein, si vous êtes en BNC. Donc, la réduction d'impôt, c'est 60% du don qui est pratiqué, dans la limite de 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires, sachant que, chiffre d'affaires hors taxe, sachant qu'il y a une nouveauté, je crois, depuis l'année dernière, c'est qu'il y a un double plafond et on voit lequel est le plus avantageux entre 5 pour 1000 du chiffre d'affaires ou 10 000 euros. Bon, en l'occurrence, c'est vrai que depuis ce changement-là, c'est plutôt le 10 000 euros qui est souvent avantageux. Et donc, pour redire, vous faites un don, par exemple, de 1 000 euros, vous pouvez avoir une réduction d'impôt de 60%, donc ça fait 600 euros directement en réduction d'impôt. C'est-à-dire que quand vous avez sur votre impôt sur le revenu, vous avez un impôt sur le revenu à payer de X milliers d'euros, ben ces 600 euros viennent directement à moins de votre impôt sur le revenu. Si vous, par rapport à ce plafond, on va comptabiliser l'excédent que vous n'avez pas utilisé et il est reportable en avant. C'est-à-dire que quand, tout à l'heure, je disais dans la limite de 10 000 euros, donc si vous n'avez pas atteint ce plafond de 10 000 euros, vous allez pouvoir le cumuler en fait, sur les années suivantes et donc pouvoir profiter. C'est sur 5 ans, je crois. Donc, en gros, concrètement, sur 5 ans, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 50 000 euros quand même.
Et donc, juste pour finir, au niveau administratif, la déclaration, ça se passe sur la 2069 RCI, si je ne dis pas de bêtises. C'est la déclaration où on met les réductions d'impôts et au moment où vous faites votre liasse fiscale. Et c'est ensuite, une fois que vous avez fait cette déclaration, bien sûr, vous l'envoyez à l'administration fiscale et vous le reportez, bien sûr, sur votre 2042. Donc, la 2042, c'est la déclaration d'impôt sur le revenu pour les professionnels. Vous reportez sur votre 2042 directement la réduction d'impôt. Je ne sais pas si je pense que ça répond à la question. Oui, ça répond. Je pense que ça répond tout à fait à la question. Maintenant, je pense qu'il y avait les deux aspects, effectivement, déduction et réduction d'impôt. Une autre question, c'est toi pour Philippe. Le surplus de frais d'actes versés par la Sécurité sociale aux professionnels libéraux pour la prise en charge des patients Covid sont-ils exonérés fiscalement et socialement? Je pense que j'ai anticipé tout à l'heure. Tu as répondu un petit peu sur le… Oui. C'est la même logique que celle sur les tests PCR. Ils ont un acte qui est surcoté dans le cas du Covid. Oui, fiscalement et socialement, il est imposable en fonction de la règle des BNC. Je n'ai pas vu de dispositif particulier par rapport à ça. Merci. Il y avait une question sur la déductibilité des cotisations. On y a déjà répondu. Ouais. Je passe à la suivante pour Mathieu. Alors, c'est une question assez générale, mais ça permet de faire un petit peu le point. Comment sont gérées les réintégrations personnelles sur la déclaration 2035? Oui, en effet, la question elle est très générale, très large. Donc, je vais partir sur une piste. En tout cas, d'un point de vue fiscal, sur la déclaration 2035, j'en ai déjà parlé là à plusieurs reprises de cette fameuse case, en tout cas où il y a les déductions fiscales et réintégrations fiscales qui font la différence entre votre résultat comptable et votre résultat fiscal. Donc, c'est sur la 2035B que ça se passe pour le coup. Dans la case CC, celle dont je parlais tout à l'heure pour les dons, vous allez réintégrer fiscalement tout ce qui n'est pas professionnel et qui n'est donc pas déductible de votre résultat fiscal. Et toujours pareil, vous devez mettre votre détail sur une annexe à 2035B. Ça, je pense que c'est super important aussi. Tout à l'heure, on parlait des points qui sont souvent qui font défaut d'un point de vue administratif. Le détail des réintégrations et déductions, il ne faut pas oublier l'annexe de la 2035B pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on a réintégré et déduit. Donc là, en l'occurrence, s'il y a des frais, encore une fois, c'est s'il y a des frais personnels qui seraient passés dans la comptabilité. Le but du jeu premier étant de ne pas faire passer des frais personnels dans la comptabilité, mais c'est vrai que des fois, on a des frais qui sont mixtes. Et donc, dans ce cas-là, en effet, peut se produire une partie personnelle à réintégrer, qu'on réintègre à cet endroit-là. L'OG-BNC 2 qui reprend, et j'interviens parce qu'elle est souvent assez bizarrement remplie, on va dire, dans la mesure où il y a deux modes de comptabilisation. Soit on comptabilise la totalité des frais et ensuite on pratique ce que tu disais, la réintégration par le compte de divers intégré. Et dans l'OG-BNC 3, pardon, pas la 2 mais la 3, on va poste par poste détailler les frais qui ont été comptabilisés, qui étaient des frais purement personnels, ou des frais qui ont un caractère mixte avec un pourcentage de réintégration. Voilà. Et effectivement, il y a quelques hésitations, je dirais, par rapport à cette OG numéro 3, où il y a des loyers, de l'entretien, du chauffage, de l'assurance, de l'amortissement pour la quote-part d'utilisation privée d'un véhicule, par exemple, la réintégration de la CSG-CRDS, des intérêts d'emprunt si le véhicule est inscrit au registre des IMO et qu'il y a un usage privé du véhicule, donc il y a une réintégration des intérêts. Réintégration, par exemple, là qui n'a rien à voir avec des frais mixtes, mais quand on peut bénéficier de la réduction d'impôt des fameux 915 € aussi, pour pouvoir les déduire après directement sur la 2042. Voilà, il y a toute une liste qu'on ne va pas égrener là, mais il y a énormément de points. Et nous, c'est effectivement cet OG 03 un point de vigilance, quoi.
Alors, Philippe, je vais te laisser la parole sur la question d'après, qui est encore une fois plutôt très générale, parce qu'elle porte sur le fameux tableau de passage sur l'OG, donc BNC04, qui est un vrai sujet en cabinet, je pense. Là, C'est un sujet pour tout le monde. Je suis assez mal placé parce que à l'origine, cette fameuse qu'on appelle le tableau de passage, à l'origine, c'est ce qu'on appelait la fameuse balance de trésorerie et que j'avais initié sous une forme beaucoup plus comptable et donc moins torturée que celle que l'administration fiscale nous a pondue. La Peut-être difficulté. un point d'alerte les 2 ou 3 points que tu relèves peut-être le plus souvent en termes d'anomalies ou de points d'attention, si tu dois conseiller les personnes en cabinet ou les personnes sans conseil qui le remplissent. C'est surtout faire attention à ce que l'on va mettre dans le montant des prélèvements et des apports personnels, parce qu'il y aurait une tendance à vouloir ajuster cette balance qui ne tombe pas juste par le compte de prélèvement personnel ou d'apport personnel. Voilà, en gros, je vais dire ça comme ça. Oui, mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on constate. Les cabinets sont grillés. C'est ça. C'est ce qu'on constate. Après, je pense que le secret du tableau de passage ou de la balance de trésorerie, comme moi je l'appelle toujours, c'est d'avoir une comptabilité arithmétiquement parfaite et d'avoir fait son état de rapprochement bancaire. Quand on a verrouillé la compta avec ça, il suffit de reporter les montants. Et je trouve que le tableau OG, par rapport, je dirais, au détail des sommes à reporter, au libellé des sommes à reporter, je dirais, est assez précis. Donc, normalement, même quelqu'un qui n'est pas comptable, puisqu'il y a des professionnels libéraux en ligne, la vigilance, c'est la comptabilité. Reporter après dans les cases, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ok, merci beaucoup. Alors, on a épuisé là, les questions qui ont été posées au moment de l'inscription. Ce que je vous propose là, c'est de vous poser quelques-unes des questions qui ont été soulevées en live pendant la conférence. Il y en a vraiment beaucoup, donc je suis ravi puisque un des objectifs, c'était que la conférence soit interactive et là, on peut dire qu'elle l'est. Une première question qui avait été soulevée, c'est savez-vous s'il existe un barème d'indemnité kilométrique pour les vélos? Beaucoup de clients nous posent la question. Mathieu, peut-être si tu veux répondre à cette question. Oui, donc il y a un barème d'indemnité kilométrique vélo, en effet, qui existe depuis quelques années, mais qui existe en tout cas pour les salariés. À ma connaissance, il n'existe pas de barème vélo pour les indépendants. Il y a un barème vélo pour les salariés. Donc, les salariés, il existe, c'est quelque chose qui est forfaitaire. Donc, ce n'est pas tout à fait le même barème dans le sens où que pour la voiture, puisque ça ne dépend pas du nombre de kilomètres parcourus, il me semble. C'est 25 centimes forfaitaire par kilomètre parcouru, mais c'est pour les salariés. Et en plus, il faut avoir derrière, j'imagine, mis en œuvre un accord au niveau de l'entreprise pour pouvoir pratiquer ces IK vélos. Donc, ça existe pour les salariés, pas à ma connaissance pour les indépendants. Je ne pense pas, Philippe, non plus. Mais... Non. Voilà. Mais peut-être que ça viendra, mais en tout cas, aujourd'hui… Je viens de sourire parce qu'il y avait une question qui remontait là, sur l'IK et l'IK pour le véhicule et les frais réels pour le vélo. Alors, peut-être que les frais réels pour le vélo, ça peut être intéressant si on l'a fait un billet en cuir par Hermès, mais bon, je ne suis pas sûr quand même que… Voilà. C'est qu'un peu fréquent, je pense. Ok, merci beaucoup. Philippe, si tu veux garder la parole sur la question d'après, concernant les frais de repas, on a parlé de distance raisonnable pour pouvoir déduire les frais de repas le midi. Oui. La question, c'était quelle est la distance raisonnable? Il n'y a pas de distance raisonnable. Le texte, comme bien souvent l'administration, ce qui lui permet après, donc dans un premier temps de rester flou et après, en cas de contrôle, de nous sortir le texte du chapeau. Le texte dit exactement, en fonction, le professionnel libéral pourra déduire des frais de repas pris sur son lieu de travail, à condition, et c'est là que vous allez apprécier
que la distance ou le temps pour rentrer chez lui sont suffisamment importants pour que il y ait un empêchement pour retourner à son domicile pour déjeuner. Le principe reste toujours pareil avec les textes, c'est que donc prendre le repas sur place, oui. Mathieu a rappelé tout à l'heure les conditions, avec les limites, et au-delà de 19 €, il parle de repas somptuaires d'ailleurs. Donc, on peut habiter à 5 km de son domicile, mais il faut peut-être 1 heure, dans des grosses agglomérations, il faut peut-être 1 heure pour rejoindre son domicile. Ce n'est pas les 5 km qui comptent. C'est pour ça que le texte dit que soit le temps ou la distance qui interdisent le retour à domicile. Voilà. Par contre, juste préciser une chose, c'est que il n'est pas possible de dire j'ai pris 220 repas sur mon lieu de travail, j'ai une déduction forfaitaire possible entre 19 € et 14 €, enfin et 4 €, donc ça fait 15 €, et je fais 220 fois 15. Ce n'est pas possible ça. Oui, Ça, un c'est justificatif, interdit. ce sont déjà. Il faut un justificatif par repas. Alors, nous, ce qu'on conseille, c'est que quand quelqu'un a l'habitude d'aller déjeuner au troquet, bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais de se faire une note par mois, quoi. Voilà, de manière à avoir 10, 12 notes à comptabiliser. Oui, et je crois qu'il y a eu des questions, peut-être que je n'ai pas été très clair tout à l'heure sur la TVA. La TVA, donc, elle est déductible quand c'est des frais de mission ou réception, c'est-à-dire soit on est en déplacement professionnel, soit on invite quelqu'un. Par contre, je me suis peut-être emmêlé les pinceaux. La TVA, donc sur les frais de repas, et Philippe me le confirmera, donc, dont on parle du midi, la TVA, pas déductible. C'est ça, Philippe? Oui, c'est ça. Il faut bien distinguer les frais de représentation et les frais de repas du professionnel. Oui, mais il y a une question qui apparaît concernant les frais de blanchissage, et on peut déduire 2 tenues par jour, bien sûr. Vous pouvez même déduire les frais de 3 tenues ou de 4. Je vais juste vous faire un petit rappel. N'oubliez pas d'avoir une facture où vous avez acheté ces fameuses tenues. Hein, voilà. Ouais. Oui, et de la même manière aussi sur les frais de repas quand on déjeune chez soi, parce que c'est vrai que je le vois arriver aussi. J'anticipe quand on est en télétravail et qu'on est chez soi, mais du coup, ce n'est pas déductible puisque c'est un repas qu'on prend chez soi et donc on rentre dans le fameux forfait dont on parlait tout à l'heure. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez déjà, la logique fiscale qu'il y a derrière, c'est que vous avez sur votre revenu une déduction forfaitaire déjà de 10%. C'est dans la même logique que les indemnités kilométriques entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas déductibles. Et les frais de repas du domicile, ils ne sont pas déductibles puisqu'en fait, dans cette limite de 4,90, pourquoi? Parce qu'on considère déjà que c'est pris en compte dans la réduction, dans la déduction forfaitaire, vous savez, donc sur votre impôt sur le revenu. Vous imposez un salaire, vous avez cette déduction de 10% derrière. Donc, vous avez déjà, c'est déjà pris en compte à ce niveau-là. Donc, oui, télétravail, malheureusement, on pourrait, oui, peut se faire livrer. La logique, mais la logique, elle est bonne. Sauf que dans le cas de Covid, télétravail, etc., l'employeur a été obligé, je dirais, de continuer à donner les tickets restaurants aux salariés alors que les salariés déjeunaient chez eux. L'esprit du ticket restaurant à l'origine, c'est que c'était un avantage social supplémentaire, mais c'était surtout au départ de permettre aux salariés de pouvoir déjeuner sur leur lieu de travail sans rentrer chez eux et avec une participation de l'employeur. Donc, on pourrait effectivement, dans le cas du télétravail, imaginer, mais bon, le texte, il n'y a aucun texte, c'est que de la philosophie, là. Il n'y a pas de texte qui nous le précise. Oui, c'est toujours pareil, il faut pouvoir après se justifier. De toute façon, dans les indemnités kilométriques, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, l'indemnité kilométrique pour aller entre midi et 2, rentrer chez soi pour aller déjeuner, elle n'est pas déductible. Oui, c'est le travail. L'administration considère que c'est pour qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on mange, et que si on rentre, c'est pour manger, ce n'est pas pour travailler. Voilà, donc…
Ok. Merci beaucoup. On voit qu'il est 15h29. On avait prévu de terminer à 15h30. Il y a encore beaucoup de questions. Donc, je vais redire ce que j'ai répété tout le long. Déjà, merci beaucoup, puisque là, on a pu consacrer plus de 30 minutes à juste prendre des questions. Il y en a encore plein. Elles seront traitées dans un article qui sera publié là, sur Compta Online dans les jours qui viennent, avec le support et le replay. Pour terminer, ce que je voulais dire, c'est évidemment remercier sincèrement Philippe et Mathieu pour leur participation, puisque c'est eux qui ont fait le gros du boulot aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir été là. Demandez aussi aux participants de peut-être ceux qui souhaitent de prendre 30 secondes dans les commentaires pour s'il y a des suggestions d'amélioration, une remarque, un mot à laisser. N'hésitez pas à le laisser là en ce moment dans la conversation. On prendra note de tout ça. Voilà, j'espère que cette conférence a été utile à tout le monde. Il y en aura d'autres. Et encore une fois, merci beaucoup Philippe et merci Mathieu. Merci à vous. Merci de nous Merci. avoir. Bon après-midi. À très bientôt. À bientôt. Bon après-midi. Ciao. Ciao, ciao.